Bienvenue tout le monde à un autre épisode de 35 mm de podcast avec Mathieu Legault et moi-même, Maxime Auclair. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien. T'as l'air d'avoir la tête pleine d'informations. Je me sens sombrer dans la folie, tranquillement. Ouais. Parce que, bon, vous savez sûrement, on va faire un épisode sur un de nos films préférés. Tous les autres épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des films des dernières... C'était des navets. Non, mais c'était des films des dernières années, oui. Des années 2010, pour la plupart, la majorité. Et là, on remonte à il y a 25 ans. Ça va faire 25 ans au mois de décembre que ce film-là est sorti. 12 Monkeys de Terry Gilliam. Donc, on s'est fait vraiment plaisir parce que tous les deux, on adore ce film-là. Et on l'a quand même revu parce que moi, ça datait un petit peu. Toi, je sais que tu l'as vu. Tu l'as-tu vu au cinéma? Parce que je l'avais vu au cinéma. À 10 ans, genre? Ouais, 10, 11, avec mon grand-père qui m'avait amené parce que c'était 13 ans et plus. Ouh, ouais. Mais je me rappelle, tu sais, je me rappelle pas tant du film en salle, mais je me rappelle de la fin qu'il y a une madame qui était comme assise en avant de nous et qui était complètement genre « Je comprends rien! » là. Puis je me rappelle avoir dit à mon grand-père « Moi, j'ai compris. » Mais je suis pas sûr que j'avais pas compris ça. Mais ça, je me rappelle de ça, oui, c'est ça. Ouais. Mais je l'ai revu souvent, Mais là, ça faisait longtemps. Il a fallu que je me le retape là, parce que ça faisait moi aussi, j'ai été surpris par quelques scènes que j'avais complètement effacées. C'est pas des grosses scènes importantes. Là. Je me rappelais pas mal du film, j'aurais été capable de le raconter puis même de faire l'épisode à la limite. Mais des fois, pour des petites subtilités, je suis comme « Ah oui, il y a ça. Ah, j'avais complètement oublié. » C'est des petites affaires qui passent vite. Oui, beaucoup de détails dans ce film-là. On va commencer à mettre la table, en fait. C'est le 7e film de Terry Gilliam. Lui, il disait que c'était son 7e et demi parce qu'il a fait des courts-métrages. I guess que c'est pour ça. Ancien des Monty Python, qui a commencé à réaliser plus officiellement les années 80 avec Time Bandit, Brazil, évidemment, un de mes films préférés, The Adventure of Baron Munchausen, Fisher King et 12 Monkeys qui est arrivé en 1995 à Noël. Et c'est inspiré de La Jetée de Chris Marker, un film... un roman photo, en fait, là, de 1962, en noir et blanc, que des images qui durent 25 minutes à peu près. Et ça a été réécrit pour le cinéma, pas par Terry Gilliam lui-même, mais par un couple, hein, David Peoples et Janet Peoples. Qui met en scène, évidemment, Bruce Willis, qui était déjà établi. C'était déjà une grosse vedette. Il y avait 3 die-hard derrière la cravate là, à ce moment-là. Madeleine Stowe, que moi, je connais déjà pas vraiment. C'est pas le seul film que j'ai vu d'elle. Avais-tu... mais l'époque était... je sais qu'elle était dans le dernier des Mohicans. Okay. Puis là, le timeline de faudrait genre... Mais tu sais, elle avait déjà un background de films sérieux, de films... puis elle était déjà imposée comme une bonne actrice, tu sais. Mais c'était pas une superstar, là... à la Bruce Willis, là, évidemment. Mais Terry Gilliam, il faisait bien confiance, par contre. Ben oui. Il avait moins peur d'elle que de Bruce Willis. Je pense qu'il avait un peu peur de Bruce Willis, ouais. On pourra s'en reparler. Ça a bien tourné quand même. Puis Brad Pitt, qui est devenu comme une star pendant le tournage. Parce que quand il a été signé, il était pas tant connu, mais dans l'année 95-94, là, Interview with a Vampire, Legends of the Fall et Seven, qui sont sortis juste avant la sortie de 12 Monkeys. Donc là, il devenait une grosse star. Fait que ça a été un bon coup pour eux de l'avoir. Extrêmement. Puis nommé aux Oscars aussi, Brad Pitt. Et gagnant du Golden Globes pour meilleur acteur en rôle de soutien. Donc, ça, c'est toute une performance. On y reviendra. Et voilà, on embarque-tu peut-être juste le scénario vite, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce classique-là, ou juste le répéter un peu? On est en 2035 et le monde a été dévasté par un virus aérien. Je trouve ça, on est comme dans un timing un peu spécial pour écouter ça. Mais et là, il ne reste plus grand monde, ils vivent sous terre et il est porté volontaire pour retourner dans le passé et trouver des indices qui mèneraient à c'est ça, un peu plus d'éclaircissement sur le virus et comment c'est parti tout ça. Voilà. Je pense que grosso modo, c'est ça.
Bon, oui, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Et ben moi j'ai toujours été fan de Terry Gilliam, puis surtout par sa réalisation, puis son univers, parce que c'est tellement lui, là, ce film-là, c'est comme, tu sais, tous les thèmes qu'il aime sont réunis là-dedans, visuellement, la science-fiction évidemment, mais aussi tout le côté industriel, le côté un peu steampunk, par quoi commencer? As-tu une suggestion? Oh, Seigneur, je ne sais plus. On ne rentrera pas tout de suite dans les voyages temporels et les Ouais. thèmes, mais ouais, moi je pense. Mais tu sais, Brésil, je l'ai vu, mais ça fait une éternité et quart. Je suis une vieille personne maintenant. Je suis rentré dans maintenant les 35-50. Et fait que c'est un peu flou, mais j'ai l'impression que c'est son film le plus pessimiste. 12 Monkeys. Je sais pas, toi, tu en as plus vu, là. Tu sais, je me rappelle avoir vu Fisher King. Ça reste que c'est dans la folie, tout Ouais. ça, mais là, il y a quelque chose d'extrêmement pessimiste que je trouvais qui était très dans le post-moderne, là, tu sais, l'espèce de no future, tout est dark, la société, c'est de la merde, puis tout va chier, puis on peut rien faire. Tu sais, il y a comme une espèce de... Puis il n'y aura pas d'happy ending, là. Ouais, tu sens que... tu sais, je pense même, tu sais, Brazil n'avait pas un happy ending non plus, Non, non, non. mais de mon souvenir de Brazil, je sais pas, tu sais, même si oui, c'était 1984, mais il y avait quelque chose de plus coloré, peut-être, de plus, Un petit peu plus. Ouais, tu parles plus de Brazil. funné. Brazil, ouais, plus Ouais, funné. 85, ouais. Un petit peu plus. Ben, tu sais, t'avais tout le côté qui était plus du rêve. T'avais des personnages qui étaient très. Tu sais, il y en a, ben, tu sais, Brad Pitt, il l'est là-dedans, là, mais je disais, il y avait des personnages un peu plus colorés dans Brazil. La mère du personnage principal qui fait des chirurgies à pu finir. Il y avait une espèce de folie qu'on a retrouvée dans plusieurs de ses films. Fisher King, c'est ça au complet. L'Imaginarium du Dr. Parnassus. Il y a vraiment une grande folie, alors que là, on est plus dans un thriller. On est plus dans une trame qui est très, très sombre, tu as raison là-dessus. En même temps, c'est pas lui qui l'a écrit. Non, c'est pas lui qui l'a écrit. Les autres, c'est-tu lui qui Ben, je pense pas qu'il écrivait il écrit beaucoup, Terry. ou il était plus avec. Je Parce que vais dans confirmer ça. le documentaire, parce qu'il y a un super bon making-of, moi je suis juste OK. rendu à 30 minutes, là, mais il dit que c'est pas lui qui a écrit puis ça lui faisait peur. Fait que je me suis dit, Ah, OK, OK. c'est Ah, ben, parce qu'il avait participé à d'autres. ouais, il a écrit Brazil, il a écrit Adventure du Baron Munchausen, C'est ça, il a écrit Fern Lawton, ben, l'adaptation. l'adaptation. Ouais. Ouais, il a souvent écrit les films, les adaptations, OK, parce c'est que ça. la plupart sont à base de romans, là, mais ouais. OK, j'imagine que ça devait être une crainte un peu. Puis le documentaire, by the way, qui est disponible gratuitement sur YouTube, il faut aller écouter ça. Là. Ça Ouais, il s'appelle The s'appelle Hamster Factory. The Hamster Factor. Factor. C'est pas une usine à hamster. C'est le Hamster Factor. facteur hamster. And then the hamster didn't do what it was supposed to do. Et Bruce Willis, quand il revient dans le futur, il se prend son sang comme pour parce qu'ils font des tests sur lui, genre. Ouais. Mais je te laisse continuer. Ben non, mais c'est ça, mais c'est juste que dans l'image, il y a un hamster qui est dans une roue d'hamster. Ouais. Et c'était bien important pour Gilliam d'avoir la shot avec le hamster. Mais tu te rends compte qu'un animal, c'est pas 1, 2, 3, go, action. Ah ouais, roule dans Donc, ta boule. ça a pris la journée complète, alors que si c'était pas du hamster, ça aurait été fait super rapidement parce que c'est un flanc fixe, là, ça dure 4 secondes dans le film. Là. Ouais. Et Il n'y a pas d'acting, là. Il fait juste prendre son sang. C'est pas comme non, il n'y a pas de complexe pour dialogue. personne. Donc, paraît-il qu'il a passé la journée sur cette take-là juste pour que l'hamster rentre dans la boule. Donc, ça montre le perfectionniste de Gilliam. Mais je te demande à toi, mais je me demande aussi, est-ce que les gens ont remarqué l'hamster? Non. Moi, je ne l'ai pas remarqué. J'ai jamais vu l'hamster de ma vie. C'est pour ça que quand j'ai vu que le truc s'appelait Hamster Factor, j'étais comme what the fuck? Je commence à lire là-dessus. Je suis comme OK, wow. Ce gars-là est complètement craqué, là, Terry Gilliam. Là, Ça montre pas mal jusqu'où il peut aller pour. Puis ben, le documentaire était vraiment le fun. Puis je ne spoilerai pas de trucs, mais de toute façon, on fera pas un autre épisode plus tard. Fait que je vais en parler tout de suite. Mais juste le kid aussi qui joue Bruce Willis plus jeune, qu'on voit surtout à la fin, un peu au début à travers le rêve. Mais tu sais, sur le tournage, il a changé le kid parce que il actait pas assez bien. Tu sais. Ben, puis tu te rends compte qu'il avait pris parce qu'il disait qu'il avait des beaux yeux comme Bruce. Yeux bleus. Ça va, il a fait fuck off les yeux, on va prendre quelqu'un qui est capable d'un peu plus acter.
Sur le Non, set, non, changer ça. non, c'est clair. Mais ouais, c'est ça. Moi, je le vois comme son film. Mais tu sais, 95 aussi, on tombe justement dans le. Tu sais, c'est en plein dans le post-moderne. Tu sais, tout le monde est. Tu sais, c'est la génération No Future. Ouais. Tu sais, les Pumpkins qui sortent Bullet with Butterfly Wings. Puis comme. Il y a un peu de ça dans la. Ouais. Tu sens que. Tu sais, parce que le personnage lui-même n'arrête pas de le dire. Tu sais, parce qu'il se parle un peu à lui-même tu sais, quand il est un peu en délire avec les psychiatres, là, mais qui fait mais de toute façon, je peux rien faire, ça s'est déjà passé, vous êtes déjà tous morts. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais t'as fucking Bruce Willis qui dit All I see is dead people. Oui, je sais! J'avais oublié cette phrase. C'est quand même magique. vraiment bon qui arrive 4 ans avant le sixième sens. All I see is dead people. Ah ouais. Je sais pas, en tout cas. Je sais pas pas à quel point. Là, qu'est-ce que. Si ça l'a comme fait. Oh, dead people, là, il est mort. Je pense pas que c'est un hasard. Non, je pense pas non plus. Mais. Puis toi, t'as vu La Jetée récemment? L'as-tu réécouté? Oui, je l'ai réécouté avant de réécouter 12 singes. Moi, je l'avais vu dans le temps, puis j'ai pas eu le temps de le revoir là, pour l'épisode. Donc, c'est un peu plus flou. J'ai priorisé d'autres trucs. Mais comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça. Par contre, je pense. Évidemment, si on le voit avant de voir 12 singes, on se fait brûler la fin. Évidemment. Mais c'est quand même cool parce qu'ils ont vraiment pris comme le film comme un gros canevas, tu sais. Mm-hmm. Donc, la prémisse, l'idée qui est comme tout le temps happée par. Parce que dans le film, c'est comme le visage d'une femme, Mm-hmm. qui est peut-être moins précis au début, tu sais, dans le rêve, là. Parce qu'on voit une femme, mais dans La Jetée, il est vraiment axé sur un homme qui meurt, puis le visage d'une femme. Puis la femme revient tout le temps, puis quand il retourne dans le passé, c'est là-dessus qu'il s'accroche. Mais dans le film, c'est un peu ça aussi. Il finit par s'accrocher à la psychiatre. On la voit beaucoup dans son rêve, la psychiatre, là, aussi. Ouais, c'est tout au long ça. de 12 Monkeys. Ça. Ouais, elle est là, mais tu sais, c'est comme au début, il y a pas la même emphase. Puis. Mais en même temps, c'est ça, c'est que ça va complètement ailleurs, dans le sens que là, on est vraiment dans un thriller, puis qu'il y a beaucoup de couches, en fait, là-dedans, de théories, que ce soit scientifique ou juste psychosocial, je ne sais pas comment dire, de sciences, de philosophie, là. Puis ça devient comme plus complexe un peu. Tu sais, La Jetée, c'est pas si tant complexe parce que c'est juste une loop de 26 minutes. Oh, ouais. Mais c'est un super beau film. Puis il y a quand même une couple de... Tu sais, des petits clins d'œil dans le film. Tu sais, les scientifiques, les espèces de lunettes. Ça ressemble, ouais. Il va chercher un peu ça. Mais sinon, c'est vraiment l'univers de Gilliam, là, tu sais, son genre de machinerie. C'est comme futuriste, mais en même temps ultra rétro, là. Ouais, c'est ça. C'est le propre du cyberpunk. Ouais, là. c'est ça. Fait que, ouais, il y a vraiment forcé. Puis c'est bien correct, là, parce que La Jetée, c'est 1964. 62. OK, je pense que c'était un petit peu. Ouais. Et Guillaume, tu ne l'avais même pas vu à l'époque. Non, c'est ça. Ben, en même temps, je pense que c'est. Je sais pas. Dans le sens, c'est peut-être correct. Ouais, il y a peut-être de mettre la main dessus aussi. Je veux dire, il n'y avait pas Vimeo. Parce que là, c'est sur Vimeo, si vous voulez le voir. Ouais. Là, je l'ai trouvé. Probablement que c'était plus dur. Puis en même temps, ben, tu veux faire ton film. Là, c'est parce que c'était juste qu'il prenait la prémisse de ce film-là. Anyway, fait qu'il n'y a pas besoin de. Non, c'est ça. C'est pas comme Gus Van Sant qui refait Psycho. plan par plan. Exact. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Mais sinon, au niveau du style, c'est déroutant quand même. Parce que je l'ai réécouté le film, puis pas que j'avais oublié, mais j'avais oublié un peu le pace. C'est comme, on dirait que Guillaume fait tout pour qu'on se sente pas bien. Là. Il y a comme beaucoup de bruit, c'est comme physique, c'est très physique. Ouais. Très over the top. À la limite cabotinagesque, là, Brad Pitt. Mais c'est à la Gilliam, c'est comme, faut comme tu comprennes son univers. Ouais, exact. Je pense, parce que
c'est comme gros, tu sais, les personnes qui ont des problèmes de santé, tu sais, ils sont tous dans l'asile, puis ça tant que la bave, c'est comme les bruits de bouche, c'est comme c'est très, ça vient de gosser, puis sa caméra elle est épuisante, là. Mais je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup, justement, cette scène-là dans l'institut psychiatrique, là. Tu sais, t'es jamais drette, là. T'es soit en plongée, t'es soit en contre-plongée, t'es soit... le Dutch angle qu'on appelle. C'est ça, ouais. En vertical, un peu. T'es jamais droit, que t'es pas de niveau. Pas de niveau, c'est ça. Je suis allé relire un peu là-dessus, puis ça fait longtemps mes théories du cinéma, mais c'est le Dutch Angle, mais tu sais, ça vient de Cabinet de Caligari, là, le film allemand, là, qui jouait justement avec les perspectives, qui essayait de mettre la caméra un peu tiltée. Puis j'ai même trouvé une vidéo qui montre, c'est juste une suite de shots de plein de films pour voir jusqu'où c'est allé. Là. Ouais. Puis, celui qui est allé le plus loin, c'est Kubrick. 2001. Dans 2001, mais il fait un 90 degrés. Ouais. Mais quand il court, la personne court, fait que la caméra est de l'autre bord. Mm-hmm. Mais lui, c'était pour physiquement faire comprendre qu'il est en apesanteur. Ouais. Mais dans le cas du film, c'est tout le temps, à chaque fois qu'il y a un shift, que ce soit Bruce Willis ou la psychiatre, quand il y a un shift de raisonnement ou de nouvelle information qui vient défaire leur monde, la caméra s'en va de côté. Ah ouais. Fait que toute la scène, justement, de l'asile, quand il arrive là, parce que Bruce, il se fait comme gaver de pilules, puis il est un peu comme off. Ouais. Toute la caméra est là, puis il se fait juste spinner dans un monde avec Brad Pitt qui est over the top. Là. Puis même que Terry Gilliam, au début, il avait peur que Brad Pitt soit pas capable. De faire ça, ouais. Parce qu'il voulait quelqu'un qui parle extrêmement vite. Ouais. Puis jusqu'à là, il avait tout le temps fait des films... avec un pace plus lent ou un personnage qui était plus... même si California était comme... il jouait un tueur, mais il jouait comme... Tu sais, tout un peu cool, laid back, là, tu sais. Entrevue avec un... Mais tu sais, entrevue, t'es pas encore sorti, puis ça, mais tout est comme lent, tu sais. Fait que là... je pense qu'il avait payé un coach, il voulait qu'il y ait un coach, mais finalement, je pense qu'il n'en a pas eu besoin. Non, c'est ça. Il était super pro, là, il a fait ça d'une shot. Il y a quand même, dans le documentaire, on voit là, que dans le making of, là, il est comme allé prendre l'info là, de spécialistes. Médecin, c'est ça. Un peu. Mais pas le choix. Mais tu sais, c'est ça. Il jouait beaucoup avec... tu sais, c'est comme il joue beaucoup avec le wide angle. Là. Fait que déjà... Oui, Williams, ça a toujours été ça, ouais. Ouais, c'est ça. Avec la perspective. Fait que même quand tu es dans la face de quelqu'un, tu sens comme le truc qui est comme rond. Tu sais, comme... Ouais. En plus, il vient des fois nous fucker la perspective. Mais tu sais, il voulait complètement nous mettre dans la tête qu'on perde le point de focus à l'horizon, tu sais. Que là, qu'est-ce qui se passe? Es-tu fou? On ne sait plus, là, une nouvelle information. Puis même, ça, tu sais, plus tard, quand la psychiatre, elle trouve la photo avec Bruce Willis dedans, avec James Cole. Ouais. La caméra repart, genre. Okay, parce que là, c'est son monde à elle qui vient de shifter, là, tu sais. Parce qu'elle croyait, elle a commencé un peu à faire ça, je sais pas. Puis là, on va avoir photo de classe, ça repart de côté. Fait que ouais, il y a des moments de même là qui viennent. Mais tu sais, c'est ça qui est fou, parce qu'en regardant le making-of, tu te rends compte qu'il n'y avait aucune idée vraiment. Des fois, il perdait le focus complètement de son film. Mais quand tu vois le final, tu fais comme ça fonctionne. C'est ultra maîtrisé. Ouais, c'est ultra maîtrisé, mais quand il le faisait, il était juste comme je sais plus. Je sais plus ce que je fais. 12 singes, c'est énormément sur l'aliénation sociale. Là, puis j'étais comme à lire là-dessus. J'étais comme, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est comme jamais lui-même dans le sens, pas qui est pas lui-même, mais qui est dépossédé de lui-même, qui est la base de l'aliénation. Mais tu sais, c'est qu'il se fait utiliser. C'est comme un pion. C'est comme, on a besoin, puis va-t'en dans le passé, fais ça. Puis là, quand il est là-bas, il n'est jamais à la bonne place. Il est tout le temps comme... il se fait mettre à l'asile, il se fait... il est jamais... Puis c'est ça qui était le fun aussi, je pense. Au début, il avait peur d'utiliser Bruce Willis, mais je pense qu'ultimement, c'était la meilleure affaire. Ouais. Parce qu'il jouait le héros alpha mâle, je gonne tout le monde dans Die Hard, mais là... Il est super vulnérable. Il est hyper vulnérable. Il est tout le temps à la remorque de c'est pas lui il y a le contrôle sur rien de ce qu'il fait, à part peut-être à la fin, là, il prend des décisions, mais encore là, il est vraiment mené par la psy. Là, il n'y a aucune décision.
Ouais, c'est ça. José, il donne le gun, puis il fait comme Yo, t'as une C'est mission à vrai. faire, ta gueule, esti, puis là, ah non, je veux pas. Puis même là, il dit It was never about the virus. I have a job to do. On dirait qu'il réalise ça. Il avance, puis la fille arrive. Hey, je sais c'est qui le méchant. Elle Il n'a pousse, rien tu sais. fait. Ouais, c'est ça. Il n'a rien décidé. Il s'est fait donner un gun, puis s'est fait pousser vers la personne. Ouais. Mais lui, il décide il suit les règles parce que c'est ça, c'est de même. Il a été complètement effacé, tu sais. Son humanité a été complètement effacée parce qu'il vit dans des cages dans le futur. Puis d'ailleurs, ça, c'est un beau clin d'œil parce que, tu sais, dans le fond, le film, la partie avec Brad Pitt, qui est toute la libération des animaux, le test sur les animaux, mais en 2035, les humains sont devenus des animaux, ils sont en cage. Ouais. Ils disent, vous êtes des prisonniers, mais c'est pas clair. Là, tu as été violent, mais on ne sait rien de ce monde-là. On ne sait rien du passé. Comment il s'est ramassé là. Bruce Willis, tu sais, en théorie, quand ça allait éclater, il était super jeune encore, là, mais quand le virus a éclaté, tu sais, pourquoi il s'est ramassé sous terre, on n'a aucun indice là-dessus, puis c'est pas important, tu sais. Non, ça amène un flou qui est le fun là, de voir à quel point c'est manipulé le monde dans le futur. Puis, exact. Ouais. Puis ils sont utilisés comme des rats de laboratoire. On a besoin de quelqu'un, ils vont le pogner dans la cage, ils l'amènent. Clac, il va faire ça. On a besoin de spécimens qui sont forts, qui peuvent réagir bien. Fait qu'ils font faire des tests. Fait que c'est ça, je trouve un beau parallèle, tu sais. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, en continuant de lire, tu es vraiment dans le côté de Karl Marx, là, tu sais, comme très l'aliénation, mais tu sais, du travail, là, tu sais, c'est pas un travail, tu sais, c'est pas une usine, là, mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, quand je relisais, puis c'était comme, je vais essayer de retrouver la phrase, c'est ça, la finalité, c'est ça, dans le fond, il décrit un monde capitaliste dans lequel le travailleur vend sa force de travail. Mais là, il ne la vend pas vraiment, mais en tout cas, la finalité, la raison d'être de son travail lui échappe complètement. Ce n'est plus sa motivation propre qui le fait agir, mais les contraintes du système qui le forcent à se vendre. Fait que c'est vraiment juste, c'est ça. Il est un rouage dans tout ça. Puis, c'est ça qui catch à la fin. C'est comme It was never about the virus. I have a job to do. Fait que, même s'il essaie de s'échapper, c'est pour ça que le monde parle beaucoup de déterminisme. C'est le déterminisme versus le free will, là, en français, le libre arbitre. Parce qu'il n'y a comme jamais vraiment le choix. Il est comme pogné dans un truc. Mais là, on tombe après ça dans toutes les théories du voyage dans le temps. Puis ça devient vraiment complexe de comme. Je ne sais pas, toi, comment tu le voyais, cette espèce de loop-là. De quoi? Est-ce que c'est une loupe? Est-ce que ça s'est toujours passé? Ou c'est une loupe qui s'est créée? Parce que pour nous, c'est montré comme ça s'est toujours passé. Ouais. Mais je lisais bien du monde qui met en doute cette affaire-là, tu sais. Que ça ne s'est pas toujours passé. OK. Puis là, en même temps, c'est si tu crois que le timeline et que le futur est vrai ou que c'est pas juste un homme fou, là, qui s'imagine quelque chose. Ouais, ben c'est ça. On dirait qu'en l'écoutant pour la première fois depuis plusieurs années, on dirait que la première fois que je réalisais, j'étais comme je sais pas c'est quoi la vérité, puis il y a plusieurs théories là-dessus, mais à quel point les scientifiques du futur sont bons, sont méchants, sont evil. Tu sais, moi, je me suis dit sûrement que le film te fait croire que la trame, ce que tu as raconté tantôt, c'est justement avoir de l'information sur le virus, puis même essayer soit de le guérir, de le prédire, puis de l'empêcher à revenir dans le passé. Mais au final, je pense que c'était justement pour créer le virus qu'ils ont fait ça, comme si le virus n'avait jamais eu lieu. Mais lui, en allant là-bas, parce que je pense pas que les scientifiques ont vraiment fait une erreur en l'envoyant en 90. C'était voulu, il s'est ramassé là, puis il a implanté une idée dans la tête à Jeffrey Goins, qui est Brad Pitt, qui lui, plus tard, a fait des trucs. Fait que, tu sais, il est comme la cause du virus plus que le possible remède. Mais c'est la première fois que ça me le flashait. Je sais pas si... oui, ça fait partie d'une des théories qui est le plus... que c'est ça. C'est parce qu'en plus, non seulement quand il met dans la tête l'idée des 12 singes
à Jeffrey Goins, Mm-hmm. mais ça va plus loin que ça. Quand il s'en va en 1917, là, dans la Première Guerre mondiale, là, Ouais, ça passe vite, là. passe vite, mais c'est vraiment weird. C'est très weird. Pourquoi tu penses... Tu penses-tu que c'est une erreur des scientifiques? Non, c'est ça, je pense pas. Parce que c'est off, là. Tu sais, c'est C'est pas... vraiment off, là. Parce qu'au début, c'est comme il se fait en 96, il l'envoie en 90. Puis là, tu te demandes est-ce que c'était off. Mais là, on te renvoie en 96, il s'en va en 1917. 17, ouais. Puis là, il y a Osé qui est là. Ouais. Parce qu'on l'a déjà vu. C'est la psychiatre a fait son ben, je sais pas si on a vu une photo, mais on voit, elle parle de lui. OK, ouais. Elle fait, il y a quelqu'un qui était sur le champ de bataille 1917 puis qui criait à la fin du monde puis il est en délai. Elle parle toutes des prophètes, les gens qui deviennent des prophètes, qui tombent en délai puis ils disent qu'il va se passer quelque chose, qui viennent du futur. Ouais. Et dans la salle, il y a le gars qui est le partenaire du... C'est comme si on crée un paradoxe pour que lui, il a ça dans la tête, genre cette espèce de la fin du monde, puis fait qu'il tombe dans un délai. Puis quand il le renvoie, c'est que là, comme si ils ont contrôlé tout ce moment-là, pour qu'elle finisse par le croire, parce qu'elle voit sa photo, mais avant, il n'était pas sa photo. Il y avait juste José. Fait il y a ça là, qui se passe que. Puis quand ça arrive jusqu'à la fin, quand il s'assoit dans l'avion, là, le docteur Peters, là, c'est une des scientifiques qui est là. Ben oui. Puis elle dit I'm in insurance, je suis dans les assurances. Fait qu'elle, je pense, c'est comme c'est ça, une police d'assurance de comme s'il se faisait gonner. En tout cas, tu sais, je sais pas, on peut prendre de même, mais c'est. Ben c'est ça, c'est tellement, parce que. Non, mais dans toute la scène de l'aéroport, on voit aussi d'autres gens du futur là, qui montent les escaliers, qui sont d'autres scientifiques qui apparaissent. Là, il y en a peut-être plus que je pense, j'en ai remarqué 2-3. Ils sont tous là pour s'assurer que, je sais pas, ça tourne mal ou ça tourne bien, peu importe comment on le voit. Mais puis même que Terry Gilliam, il hésitait, puis on le voit dans le documentaire, là, à mettre cette scène-là dans l'avion. Je pense qu'il voulait vraiment, mais les producteurs n'étaient pas sûrs. Il aurait pu l'enlever, ça aurait pu ne pas être là, cette scène-là, mais ça rendait la chose encore plus confuse, je pense. Mais... Oui. Mais là, moi, j'ai trouvé un site web, un gars qui a analysé ça. Puis que lui, il dit, puis je trouvais ça intéressant, mais tu sais, il faudrait vraiment réfléchir Puis tu sais, à chaque fois qu'il y a un film qui fait du voyage dans le temps, c'est tout le temps tellement complexe, là, parce que la théorie, c'est ça. Mais tu sais, l'idée que si tu retournes dans le passé, tu crées un paradoxe, donc un deuxième timeline. Ouais, c'est ça. Mais dans le film, c'est jamais explicitement dit, tu sais, parce que lui, Bruce Willis n'arrête pas de dire « je peux rien changer, je peux rien faire ouais. ». Mais lui, il dit à chaque fois qu'il part, c'est un autre timeline. C'est juste jamais dit efficacement, mais on fait juste switcher de timeline. Parce que son rêve évolue. Ouais. C'est-à-dire que on voit Jeffrey Goins dans son rêve. Mais c'est après qu'il a dit à Jeffrey Goins qu'il a parlé des 12 singes, puis qu'il a dit... parce que Mané est un peu ses drogues, puis il dit peut-être que l'humanité devrait disparaître. Ouais. Là, il a mis l'idée dans la tête. Là, dans son rêve, il apparaît. C'est là qu'on voit qu'on est dans un autre timeline. Ouais. Puis après ça, quand il se fait envoyer en 1917, ça répare son erreur. Mm-hmm. Fait que là, ça re-switch, puis Jeffrey n'est plus dans le rêve. Il n'est plus dans le rêve. C'est l'autre gars qui revient. Fait que je pense que c'est scientifique parce qu'à un moment donné, ils disent là, fais plus d'erreur. Quand il le renvoie, je pense, après ça, il dit là, fais plus d'erreur. Mais on n'avait pas vu faire une erreur. Il s'est fait comme envoyer, tu sais, il s'est fait arrêter par la police. Pas, comme... Non, c'est ça. Mais son erreur, ça a été de mettre Jeffrey Goins dans le mix. Mm-hmm. En fait, là, ça devenait lui dans le paradoxe. En tout cas, puis là, c'est ça. À chaque fois, ça serait un autre timeline. Puis qui donnerait peut-être l'idée que peut-être un moment donné, pour avoir une timeline qui réussit à gonner le gars, mais en tout cas. Mais c'est comme Vas-y. Non, mais c'est juste parce que je viens d'avoir un flash, mais ce serait que ce qu'on voit là, c'est ce que les scientifiques veulent. Mm-hmm. C'est ça. Ils ont... Fait qu'il n'y avait pas de libre arbitre.
Ben, c'est ça pour dire que les timelines, tu sais, il y a quoi, 4 dates là, où on se promène. Ouais. Puis c'est pas si dur à comprendre. Tu sais, je veux dire, c'est assez clair. Tu sais, souvent même c'est écrit ou c'est vraiment mentionné. C'est assez évident. Puis le film, tu peux l'écouter, puis là, c'était pas ma première fois. Fait qu'on dirait que, tu sais, moi, je comprends tout. Tout va, je suis à l'aise avec la fin. Je suis comme, OK, je me suis fait mon idée. Tu sais, c'est pas dur à comprendre, mais il y a tellement une richesse, une profondeur que quand tu te mets à l'étudier, tu sais, à lire là-dessus, là, tu fais, oh, il y a un monde de possibilités. C'est comme une force parce que c'est assez accessible. Évidemment, il faut que tu sois un petit peu, tu sais, t'aimes déjà un peu le style, puis que tu sois quand même à l'aise avec des plot twists du genre. Ouais. Mais c'est pas si complexe, mais ça a une grande, tellement de possibilités qui est le fun, puis tellement plein de points d'interprétation. Puis il y a peut-être, tu sais, moi, je suis là en train de ramble on parce que l'affaire, c'est comme tu dis, tu sais, moi, je l'ai écouté, puis je me posais des questions, mais pas, tu sais, comme là, vu qu'on faisait le podcast, j'étais allé lire, puis là, le monde, la théorie, la timeline, le déterminisme contre le libre arbitre, puis non, là, du monde qui se pogne encore, ça fait 25 ans, puis sont dans les commentaires, non, c'est pas un film sur le déterminisme, c'est ça, puis c'est ça, puis là, j'étais pas tant dans l'idée de plusieurs timelines, mais là, c'est comme la dernière fois, j'ai lu, fait qu'on dirait que là, je suis comme, j'essaie de voir si ça marche. Peut-être qu'il y a du monde qui écoute pendant qui font comme, quel maudit cave, là, il y a pas trop rapport, loin. mais c'est ça, reste qu'il y a beaucoup, tu sais, même si le gars qui parlait de timeline, lui, était vraiment contre l'idée du déterminisme, mais ça reste que c'est ça, tu sais, je veux dire, le côté Karl Marx, il est utilisé, c'est un rouage dans la patente, c'est un rat de laboratoire, gardé dans une cage. C'est une cage pas humaine, là. Ben non. C'est pas une. Je veux dire, il y a à peine de place pour bouger. Puis les autres sont là comme. C'est ça, c'est le même, genre, tu sais. Fait. Puis d'ailleurs, je voyais un petit côté de Matrix, tu sais. Ouais. Qui sont comme. On va t'injecter des trucs. Le fait qu'ils sont comme. Mais là, c'est pas comme dans Matrix, là, qui sont comme. Récoltés, qui sont comme utilisés pour l'essence de vie, là, en tout cas. Mais ouais. C'est qu'il y a il y a des couches que ça dépend comment tu veux le voir, mais il reste qu'il n'y a pas grand optimisme dans tout ça. C'est ça, c'est de savoir si c'est une loupe, que ça s'est toujours passé comme ça. La façon la plus optimiste de le voir, c'est quasiment que ça s'est toujours passé comme ça, puis les scientifiques s'arrangent pour que ça se passe comme ça parce qu'il faut que ça se passe comme ça. C'est juste comme une loupe sans fin. Mais c'est ça, je sais pas. La ligne de je suis une assurance, je suis dans les assurances, ça m'a tout le temps comme un peu. Parce que c'est hyper ambivalent. Tu sais, il a fait exprès, là, Gilliam aussi, pour qu'on reste sur notre fin, qu'on ne sait pas, on ne sait rien, en fait. Non, en fait, on ne sait rien. Ça peut être n'importe quoi, puis c'est correct, là. Mais c'est ça. Puis je suis en train de changer de sujet, mais c'est parce que j'ai vu sur ma feuille les hints à vertigo de. Ouais, moi j'adore ça, puis je me rappelais très bien de ce moment-là. Le marathon de Hitchcock, tu sais, et c'est pas un hasard, là. Il y a, évidemment, quand il rentre dans le cinéma puis que c'est Vertigo qui joue, là, tu vois vraiment, c'est pas, il aurait pu prendre d'autres scènes, j'imagine, mais il montre une scène qui parle, de la temporalité un peu, là, avec l'écorce de l'arbre, là. Bon, il y a ça, mais il y a aussi tout Vertigo, c'est justement l'espèce de changement d'apparence, posséder quelqu'un, tout ce truc-là. Et juste après, là, on a Catherine Riley qui va se mettre la perruque blonde exactement comme Kim Novak, qui va même avoir le même trench coat, c'est quand même juste, je pense que c'est plus un hasard, mais l'actrice Madeleine Stowe, dans Vertigo, la personnage qui s'appelle Madeleine, et James Stewart comme James Cole. Ça, je pense que c'est un peu moins prévu, là. Ça reste qu'il y a le côté qui est quand même à la limite pas subtil, mais qui peut l'être si t'es pas cinéphile puis t'as pas vu ces films-là. Là. Et plusieurs scènes de Birds. Juste quand il se réveille, tu vois une scène de The Birds avec les oiseaux qui attaquent, mais pas longtemps après, Bruce Willis va se faire tirer. Il y a ce côté-là qui est le fun. Puis l'autre référence assez majeure à Vertigo aussi, c'est quand je pense qu'il voit Riley déguisé pour la première fois. Déguisé avec une perruque. Ouais. Il dit, je pense que je t'ai pas reconnu ou un truc comme ça. Puis tout est illuminé rouge.
Bon, mais dans Vertigo, c'est exactement ça. Il y a une illumination, mais elle est en vert quand elle sort des toilettes, là, puis elle voit changer complètement. Donc, Pourquoi c'est rouge? hein? Pourquoi c'est rouge? C'est rouge? Parce que ça annonce la mort. La mort, ouais. La mort qui s'en vient, parce que le rouge commence à apparaître plus qu'on approche de cette scène-là. Parce que quand ils sont dans la salle de cinéma, puis là, il est en train d'y coller une moustache. Je ne sais pas trop, il est en train de préparer avant qu'elle va se changer. Mais dans le fond, tu as comme la porte de la salle de cinéma qui est comme entrouverte, puis il y a comme 4 carreaux, puis tout est rouge. La lumière est extrêmement rouge. Ouais. Puis, tu sais, oui, elle est comme illuminée de rouge, mais elle n'a pas de rouge sur son visage. Non, c'est juste le côté. C'est quand on va sur Bruce Willis, lui, il est complètement en rouge. Ouais. Plus qu'on se rapproche de l'aéroport, plus que le rouge est là. Mm-hmm. Parce qu'avant, tout est glauque, il n'y a pas de couleur, là, c'est brun, puis c'est comme... Ah ouais. Plein de teintes de noir. Puis là, ça vient... Ouais, c'est ça. Le l'asile, on s'en sauve pas, là. Mm-hmm. Mais ça reste que, tu sais, l'aéroport devient... Tu sais, justement, Dr. Peters, il est jaune pétant. Ouais. Elle est habillée une robe rouge avec des motifs, tu sais, puis même lui, il a une chemise fucking Tiger King, là. Mais il y a une autre affaire. J'ai vu juste avant, puis là, ça vient de me revenir, là. James Cole. Ouais. Les initiales. JC, Jesus Christ. Jesus Christ. Il meurt comment? Ouais, il meurt tué dans le dos. Il est en croix, ouais, c'est vrai. Il se pitch. Il se pitch en croix. En croix, ouais. Il doit mourir pour nos péchés. Ouais. Fait que ça renforce l'idée qu'il y a pas de... Il faut que ça se passe de même. Tu sais, c'est comme les scientifiques l'amènent là parce que... C'est comme ça, ouais. C'est comme ça. Puis, tu sais, il revient des morts. Tu sais, dans le sens... Ouais. Il disparaît, il revient. Il revient, ouais, c'est ça. Non. Il y a tout ça. Ouais, c'est vrai. Il y a, dans les scènes... excuse, je t'ai coupé, mais quand ils sont dans l'espèce de dortoir puis avec Brad Pitt puis Bruce Willis, puis là, il se met à comme déchirer son oreiller puis à sauter partout. Là. Il est vraiment comme un singe. Là. Jeffrey Goins, même qu'il se baisse les culottes comme une espèce de babouin. Là, puis il se met à sauter exactement comme un singe. Parce que je disais du monde qui essaie de voir comme il n'y a pas de 12 singes dans le film. Là, mais... il y en a qui pensent ça, hein? Ouais, mais c'est parce que il faudrait calculer, parce que on compte, mettons, Jeffrey Goins, tu sais, des moments. Mais il y a comme personne qui a vraiment calculé, en tout cas, que j'ai pas trouvé. Ben, c'est ça, je pense qu'il y en a qui disaient ça, qu'il y a comme des allusions aux singes, comme, tu sais, Jeffrey Goins, ça s'en lancerait une, puis t'as clairement le singe avec le sandwich qui va descendre dans le puits là, pour aller chercher l'enfant, c'en est un évident. Il y a une poupée de singe en quelque part. Ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a personne qui a réussi à faire un décompte de 12 singes. Pourquoi 12? Mais tu sais, ça vient de me revenir. Il y a 12 apôtres! Il y a 12 apôtres! Oh mon Dieu! Et Jesus Christ! C'est un film hyper religieux, finalement. C'est clairement ça, je pense. Je viens d'avoir une illumination. Je suis brûlé, là. Ben moi, je suis content de l'avoir revu puis de l'avoir encore plus aimé, autant aimé. Ça vieillit bien, puis... j'en ai appris plus, puis le making-of, c'était intéressant aussi quand ils ont fait... Ça a comme été un peu ça n'a pas bien été dans les tests screening là, qu'ils ont fait là, juste avant. Oui, mais ça marche jamais bien. Ça doit jamais marcher, ces affaires-là. Non, mais j'avais vu... Non, mais c'était... je fais un petit détour, là, mais c'était dans Comedians in Cars Getting Coffee. Là, j'ai le titre, là, mais de Jerry Seinfeld. Mais l'épisode avec Will Ferrell, il parle des tests screening. Parce que Will Ferrell, souvent, il ne teste pas super bien dans les tests screening. Mais c'est parce qu'il disait, tu sais, eux, ils le font en riant. Là. Écoutez, l'extrait, c'est vraiment drôle, là, mais grosso modo, c'est que, tu sais, t'as comme des gens qui sont là, puis ils savent qu'il faut qu'ils donnent une opinion. Mais tu sais, les questions sont tout le temps comme... Ils vont forcer les gens à tu sais... Parce que le monde, ils vont faire... Ils disent des fois, je participe, le monde font « j'ai vraiment ri, c'est le fun. Mais y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas aimé? » Ouais. Puis là, ils se sentent obligés de dire de quoi parce qu'il faut qu'ils veulent participer à... Le Will Ferrell comme
J'ai pas aimé quand Will a mis un funny hat. Mais tu vois, on s'en crisse de ton... Tu sais, comme... C'est ça. Fait que je pense que c'est super dirigé, mais puis eux autres, ils ont comme presque pas fait de changement. Ils ont fait... tu sais, on a confiance dans notre film, là. On pense qu'il est bon, puis... Ils ont bien fait, là. C'est fou, là, quand même, les recettes que ça a fait, là. Presque 30 millions de budget, puis ça a monté à quasiment 170 millions. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas un film qui est pas... C'est pas un blockbuster. Non, ben non. C'est pas un film dur d'approche, mais c'est pas un... C'est glauque, là. Tu sais, on s'entend que Terry Gilliam, c'est peut-être le réalisateur, tu sais, c'est comme une bête noire d'Hollywood, comment le nommer, tu sais, il aime pas Hollywood vraiment, il y a vraiment des mauvaises expériences, là, on peut parler d'un Quichotte, là, mais tu sais, ça a jamais bien été ses affaires, puis il est comme un peu un incompris dans le sens où il y a tellement des idées de grandeur, il y a une imagination débordante qui nécessite des moyens, mais il aime pas Hollywood, il est pas à l'aise avec les majors puis tout. Fait que souvent, ça sort mal, ça fonctionne pas. C'était ça qui est arrivé avec The Zero Theorem, avec plein d'autres films, c'est ça qui est arrivé. Puis là-dessus, il y avait le Final Cut, puis c'était comme il fallait absolument qu'il l'aide, sinon il faisait pas le film. Puis, tu sais, je suis vraiment content que ça a bien tourné pour lui parce que il y a tellement de talent. Puis il y a tellement des films qui n'ont pas marché, malheureusement. Il aurait pu avoir une plus grande carrière encore. Puis avec des films comme Brazil, celui-là, c'est comme deux excellents exemples là, de ça. Puis Fear and Loathing, qui est dans un autre spectre, mais qui était solide. Non, il y a beaucoup d'acteurs qui ont accepté de diminuer leur salaire juste pour jouer avec lui, là, Tom Cruise et Brad Pitt. Là. Ouais. Ben, Brad Pitt, de toute façon, il ne devait pas commenter rien encore là. Non, c'est ça. Mais Bruce, oui, mais tu sais, il arrive tout le temps un moment dans la carrière des il se tape des blockbusters, puis un moment donné, il va être pas au sérieux, tu sais. Ouais. Puis là, ben, tu sais, je disais juste avant, Fisher King, reste que Jeff Bridges puis Robin Williams, là, tu sais, solide performance d'acteur, tu sais, ça avait eu tu sais, un bon écho. Fait que là, c'est un peu comme, tu sais, je vais peut-être, une fois, genre, les mondes ne vont pas me trasher, tu sais, puis montrer que je suis capable d'être un acteur sérieux. Voilà. Ouais, c'est quand même ça qui s'est passé. Ouais. Je suis brûlé. On va arrêter ça là. On parle-tu de Slapshot la semaine prochaine? Je suis brûlé. Ah ouais, on prend ça relax, là. Hot dog. On se le fait demander, hein? Il va falloir peut-être plier. Puis, pourquoi? Est-ce qu'il y a du rouge? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'image qui veut dire quelque chose? C'est clair que c'est profond. Bref, on s'en reparle.